Je vais inviter Valérie Becquet et Julie Testi, qui font partie de l'équipe d'évaluation qui a été citée aussi ce matin et que j'ai évoquée, qui ont travaillé notamment sur le département du Val d'Oise. Je vous laisse... Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la NCT de nous avoir invités pour cet intermède autour des premiers résultats de la recherche-évaluation que nous menons effectivement sur le département du 95. Donc, je suis Valérie Becquet, membre du laboratoire EMA de l'Université de Cergy, et Julie Testi, qui est postdoctorante également à EMA. Je vais essayer de gérer les deux. Hop là, hop là, hop là. Voilà, donc nous avons un petit quart d'heure pour vous présenter les premiers résultats d'une recherche-évaluation qui nous a été en fait commandée par la préfecture du Val d'Oise, une recherche-évaluation qui a une dimension partenariale. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas d'évaluer chaque cité éducative, mais de proposer une lecture plutôt transversale, voire comparée, des 6 cités éducatives actuellement existantes dans le département du Val d'Oise. Pour ce faire, nous avons mobilisé une équipe de chercheurs et nous menons un accompagnement au long cours de la démarche d'évaluation. Nous avons également une doctorante, Oriane Ménestré, qui est ici présente et qui suit l'ensemble de la recherche-évaluation avec des échanges réguliers avec la préfecture et les différentes cités éducatives. Et l'ensemble de ce travail de recherche s'inscrit également dans un réseau plus large que nous avons constitué en 2020, qui s'appelle le réseau... le réseau Cité éducative et recherche en éducation, qui en fait réunit 13 laboratoires de recherche sur toute la France, avec des équipes qui travaillent sur différentes cités éducatives. Cet ensemble d'éléments nous permet en fait finalement d'accumuler une expertise sur ces questions, et en fait quand on interroge la pertinence de mener une évaluation à 3 ans et est-ce qu'on continue, etc., effectivement nous, nos recherches vont se poursuivre, ont commencé il y a 3 ans et vont se poursuivre au cours des années futures. La recherche-évaluation que nous menons, elle est structurée autour de 3 grandes thématiques. Ces thématiques, quelque part, vous en avez déjà entendu parler dans les présentations. Il s'agit de la gouvernance, des professionnalités et des contenus éducatifs. Vous avez utilisé le terme de offre éducative, nous on préfère le terme de contenu éducatif. Sur la gouvernance, on sait que depuis le début de la création du label Cité éducative, c'est une préoccupation. Comment gérer la troïka, que font les CPO, qui sont les chefs de file, etc. Sur les professionnalités, on sait qu'il y a un enjeu pour les différents professionnels qui sont concernés par la mise en œuvre des cités éducatives. Pas seulement les enseignants, mais aussi tous les professionnels des associations et des collectivités locales. Et quant au contenu, nous allons justement en parler. L'équipe de chercheurs que nous avons constituée, je vous la présente. Donc en fait, nous avons décidé de travailler sur la gouvernance à travers l'analyse du pilotage et du travail des CPO, mais aussi sur la participation des associations, des familles et des jeunes, et d'un autre côté sur des actions, sur des contenus éducatifs autour du climat éducatif, de la citoyenneté et de la culture, qui nous semble assez, qui illustre finalement les usages qu'on peut faire de ce label. Je vous passe ça pour aller plus vite. Voilà. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail un peu de la cuisine interne de cette recherche, donc Valérie l'a dit, en fait la particularité c'était d'arriver,
s'intéresser à cette question des cités éducatives à l'échelle d'un département. Et donc, nous, on s'est premièrement posé la question de savoir comment, en fait, étudier conjointement ces 6 cités éducatives et comment élaborer une méthodologie pour les étudier ensemble. Donc en fait, on est parti de l'étude des tableaux de programmation qui sont élaborés chaque année, avec du coup, à partir de là, la volonté de définir concrètement cette action éducative que sont les cités éducatives, savoir qu'est-ce qui est financé, comment sont choisies les actions, pour répondre à quelles problématiques et en direction de quel public. Donc, ça a été un travail quand même relativement fastidieux, puisque nous avons travaillé donc à recoder ces données pour les rendre comparables entre elles, puisque même si les tableaux sont semblables, en fait, il y a quand même des particularités entre chaque cité éducative, et c'était pas forcément si évident. Donc on a, pour faire vite, on a stabilisé nos données autour de 9 variables que vous voyez derrière moi peut-être pas très bien. Donc il y a la question donc, du nom de l'action avec la question du type de porteur, on va en parler, de la question de l'âge des bénéficiaires, 2 formes de thématisation, Valérie va vous en parler. L'espace de déploiement de l'action, c'est-à-dire dans l'école, hors l'école ou les deux, le temps de déploiement et la question du financement. Ce travail, il a été mené en relation avec les CPO, notamment pour obtenir leur point de vue sur les catégorisations thématiques et pour compléter les données manquantes. Donc ça a vraiment été un travail collectif et d'aller-retour aussi avec les membres des cités éducatives. Donc voilà, donc afin de rendre comparables les territoires, nous avons ensuite cherché à les classer donc en 3 catégories A, B, C, qui correspondent aux caractéristiques sociodémographiques des territoires présentés, donc autour du taux de pauvreté et du nombre d'habitants en QPV. Donc au final, cette étude qu'on va vous présenter, elle porte sur 795 actions. Qui permettent donc, il y a une comptabilité des actions qui sont programmées, mais aussi des actions en fonction des financements. Donc on ne va pas vous présenter nos premiers résultats concernant toutes les variables, puisqu'on ne tiendrait pas le temps voulu, mais on va se centrer sur la question de la thématisation et des porteurs. Alors, dans les présentations qui ont été faites juste avant nous, il y a tout un ensemble de catégories d'actions qui ont été mobilisées. Les familles, la parentalité, la continuité éducative. Et ce qui nous a intéressé dans ce premier travail, ce n'est pas seulement de cartographier les thématiques, ou de mesurer leur présence respective, mais bien de s'interroger aussi sur les contours de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une ville décide d'investir dans une thématique? Pourquoi choisit-elle cette thématique? Comment fait-elle pour labelliser en fait les actions qu'elle souhaite mener? Nous avons eu à la fois des débats entre chercheurs, mais aussi des échanges avec les CPO, comme l'a dit Julie. C'est-à-dire que nous avons proposé aux CPO des premiers résultats et nous leur avons demandé s'ils étaient d'accord avec notre catégorisation de leurs actions. Et nous avons vu qu'il y avait des changements de thématiques. Certains avaient mis dans leur tableau de programmation citoyenneté, mais en fait, après coup, ils se disaient non, finalement, c'est plutôt de la prévention. Ça, c'est très intéressant comme travail, cette réflexion sur les catégories, parce que finalement, ça nous permet à la fois d'accéder aux préoccupations locales. Qu'est-ce qui fait problème à l'échelle locale? Qu'est-ce qui fait problème pour les acteurs locaux? Mais aussi de voir comment ces acteurs locaux essaient de se conformer à des catégories qui peuvent être présentes dans les documents des cités éducatives, dans les questionnaires d'évaluation. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça raconte une thématique? C'est une norme d'action publique, c'est un problème public, c'est une préférence aussi parfois pour le choix d'un terme. Nous sommes parvenus, après toutes ces discussions, à élaborer une nomenclature. Alors, cette nomenclature, elle sera peut-être encore modifiée, mais cette nomenclature, elle permet finalement de qualifier des problèmes et de les définir.
quand on parle de parentalité, on parle bien d'actions explicitement visant explicitement à toucher les parents par des dispositifs de formation ou des offres de services dédiés. Le fait de définir les thématiques d'action, de définir l'offre éducative, permet aussi de s'accorder sur un langage commun et d'échanger avec les acteurs locaux. Les résultats donc, de l'exploitation de ces combien de projets 795 projets nous permettent d'avoir une première idée des thématiques qui vont être prioritaires dans les 6 cités éducatives. Alors, on retrouve des thématiques qui ont été citées ce matin, en particulier les questions de parentalité ou de famille. D'ailleurs, vous voyez, le choix entre parentalité et famille ne raconte pas la même chose d'un point de vue de la catégorisation des personnes et de l'identification des problèmes, voire même des visées normatives. Mais on est arrivé à ce schéma. Alors, on a trois blocs d'action. Un premier grand bloc qui représente entre 37 et 55% des actions des cités éducatives, qui renvoie finalement au parcours scolaire, à la résolution des problèmes, à la prévention. C'est une part importante de ce que font les cités éducatives et effectivement, cela renvoie à des éléments d'orientation scolaire, d'insertion professionnelle, il en a été question ce matin, et de l'acquisition de compétences sociales comme du coaching pour finalement l'acquisition de soft skills pour favoriser, passer des entretiens, etc. Tout ce qui renvoie à la résolution et à la prévention correspond aux problèmes liés au harcèlement scolaire, qui reste une préoccupation, aux questions de décrochage, de violence scolaire, c'est-à-dire tout un ensemble de problèmes dont on sait qu'ils sont présents dans l'espace scolaire depuis plusieurs années, mais dont la résolution n'est pas encore effective. Petit élément que je n'ai pas précisé, ce qui serait intéressant et ce qui va être fait par la suite, c'est qu'à la fois on va aller voir les actions, on est en train d'aller voir les actions au plus près, mais ces thématiques, elles méritent aussi d'être pensées en référence à des politiques publiques plus générales. Est-ce qu'actuellement, il y a des politiques nationales sur les questions de parcours, sur les questions d'orientation, etc. Ce sera fait dans un second temps. Le deuxième bloc que nous avons distingué, ce sont des actions qui représentent à peu près 10-13% de l'ensemble, mais finalement qui racontent, de notre point de vue, quelque chose sur la recomposition de l'action éducative. Tout d'abord, la question de la citoyenneté. Bon, la citoyenneté, c'est la citoyenneté scolaire, la citoyenneté des jeunes. On sait que c'est une question qui est à l'agenda des politiques publiques depuis très longtemps, qui revient de manière récurrente dans les préoccupations, soit sous l'angle de l'apprentissage des valeurs de la République, soit sous l'angle de la prise de parole ou de la participation des élèves. Donc on pourrait dire que c'est une thématique assez connue, qui constitue une préoccupation pour les cités éducatives. En revanche, une thématique qui émerge et qui mérite une attention particulière, nous semble-t-il, c'est la thématique de l'action culturelle ou de la culture. On a vu qu'il y a un ensemble d'actions autour de l'accès à la culture, de la pratique artistique, tout à l'heure on parlait du théâtre forum, voilà, c'est-à-dire l'utilisation aussi de méthodes artistiques ou de méthodologies pour traiter d'autres problèmes comme la parentalité. Ces actions, elles sont faites en lien avec les institutions culturelles le plus souvent, mais elles prennent une part importante dans l'activité des cités éducatives. Troisième thématique, on en a déjà parlé ce matin, donc je ne vais peut-être pas y revenir, c'est la parentalité. La parentalité, elle apparaît également, comme cela a été indiqué ce matin, en lien avec l'apprentissage, avec la littératie numérique, effectivement, cette maîtrise des outils numériques qui permet aux parents d'accéder aux plateformes qui se sont imposées à tout un chacun sans nécessairement qu'il y ait une prise en compte des inégalités d'accès à Internet. Donc cette parentalité, elle est très présente également. Et enfin, le dernier point, c'est la question curriculaire. Alors la question curriculaire, elle est plutôt finalement très minoritaire, proportionnellement au reste, dans les thématiques que nous avons repérées. On a un peu des actions autour de la lecture, des jeux, mais la question des apprentissages ne semble pas être au cœur
de l'action des cités éducatives. C'est comme s'il y avait encore, c'était le cas déjà dans les PRE, un mur de verre entre la classe, ou en tout cas ce qui relèverait du curriculaire et des apprentissages, et ce qui relèverait d'autres thématiques. Dernier bloc sur lequel que je vais évoquer en une minute, ce sont des actions qui renvoient à l'ingénierie et à la formation. Ça a été évoqué très brièvement ce matin aussi, la formation des professionnels, en particulier dans les écoles maternelles primaires, les AESH, les ATSEM. Avant de passer la parole à Julie, ce qui est intéressant sur les thématiques, c'est que donc à la fois il y a des thématiques dominantes, à la fois le curriculaire est quand même peu présent, mais nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y avait des hybridations entre les thématiques. C'est-à-dire que la citoyenneté et la culture sont deux bons exemples de thématiques qui sont mises au service de la résolution d'autres problèmes. La culture est mise au service de la parentalité, ou elle est mise au service des parcours scolaires, ou elle est mise au service de la prévention. Il en est de même de la citoyenneté. Voilà. Donc je pense que ça c'est intéressant. Alors, du point de vue peut-être du renouvellement, ou en tout cas de tentative de renouvellement de l'action éducative, qu'on va aller chercher des modes d'action, des thématiques d'action, des pratiques qui font peut-être sens pour les publics scolaires pour finalement traiter d'autres problèmes. Merci. Alors, si on s'intéresse maintenant à la variable des porteurs d'action, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on constate une prégnance du portage par les structures municipales des actions, donc là à 47%, suivi par les associations à 34% et l'éducation nationale. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, notamment du côté des associations, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une répartition, on va dire, assez équitable entre les tailles d'associations. Je m'explique. Dire que dans ces 34%, on a autant d'associations nationales, d'associations, on va dire, à caractère plurilocal, c'est-à-dire qui sont déployées sur quelques communes ou un département maximum, et des associations à caractère strictement local, donc quartier ou ville. Pour autant, ce premier constat, il révèle qu'il y a quand même des configurations particulières qui le dépassent. Notamment sur ces porteurs majoritaires, puisque sur nos 6 cités éducatives, 4 cités éducatives ont comme porteur principal la commune. Pour deux d'entre elles, ce sont les associations. Ce qui est intéressant dans le cadre de ces 2 cités éducatives où les associations sont majoritaires, c'est-à-dire que en fait, ce ne sont pas toutes les associations, on n'a pas une répartition équitable des différentes associations, mais ce sont des associations nationales qui sont majoritairement représentées dans ce cadre-là. Donc on voit en fait qu'il y a une différenciation du poids des associations selon leur taille et entre les différents porteurs. Pour autant, la majorité ces 47% d'actions municipales, ça ne signifie pas que 47% sont mises en œuvre par les communes, puisqu'en fait on a des configurations diversifiées que je vous ai spécifiées par la suite. Donc d'une part, on constate que l'action elle peut être gérée par la commune et des associations interviennent comme prestataires de l'action. L'action, elle peut être aussi commandée par la commune, mais les associations en ont la gestion. Par exemple, sur des nouvelles thématiques qui ont émergé, par exemple la question des éco-délégués, où des associations ont pu être mandatées pour créer des actions sur cette thématique-là qui émergeait dans les cités éducatives. On a aussi des situations où les associations portent le projet et le mettent en œuvre. Donc elles ont défini l'action. Et dans d'autres cas qui sont plus minoritaires et plus difficiles à percevoir, on a une situation de prestation associative à d'autres associations. Donc c'est-à-dire que des associations vont porter l'action, mais elles ne le mettent pas en œuvre localement.
Donc ces configurations différenciées, elles se constatent également quand on s'intéresse au financement selon les types de porteurs. C'est-à-dire que si on regarde par exemple du côté de l'éducation nationale, donc là vous voyez 14% des actions sont portées par l'éducation nationale. Par contre au niveau financier, l'éducation nationale n'a que 3% du volume financier total de ces 795 actions. Ce qui montre une chose, c'est-à-dire que les actions de l'éducation nationale sont finalement des actions relativement peu coûteuses. Du côté des associations, on remarque aussi une différence, c'est-à-dire que les associations nationales sont, quant à elles, en mesure de mobiliser des financements plus importants que les associations plurilocales ou les associations locales. C'est vraiment très significatif. Et elles sont également à même elles ont des financements moyens par action qui sont aussi plus élevés, avec des subventions cité éducatives qui sont globalement plus importantes. Voilà. Donc, Pardon. Non, c'est pas fini. Alors, nous avons essayé, avec beaucoup de prudence, nous avons ce travail d'analyse de base de données. Comme vous le voyez, nous réfléchissons à la manière dont nous construisons notre base de données. Nous faisons un grand travail de révision permanente. Et nous avons essayé de faire une première typologie, donc pareil, beaucoup de prudence, pour essayer finalement d'organiser ou peut-être de qualifier une tendance dans les villes que nous avons étudiées. Donc je vous laisse en prendre connaissance. On pourrait considérer qu'à la fois chaque cité éducative a son identité propre, c'est les effets de systèmes d'acteurs locaux, etc. Mais en même temps, que par agrégation d'analyse de l'activité d'un ensemble de cités éducatives, on pourrait faire une typologie des orientations dominantes des cités éducatives. Et ça, c'est intéressant puisque ça permet de travailler les usages de ce label. C'est un label. Un label, c'est quelque chose qui est ouvert, c'est une enveloppe que l'on va remplir à sa manière. Et donc, ça entraîne des appropriations différenciées. Donc dans ce que nous mettons en évidence, là nous avons déjà 4 villes qui auraient un certain nombre de points communs sur l'orientation de l'action éducative, c'est-à-dire sur les préoccupations de ces villes. Et puis on voit aussi que selon les villes, on va avoir la mobilisation d'acteurs différents, et ce sont des choix qui sont vraiment construits, les CPO étant à même de nous expliquer pourquoi ils vont choisir telle et telle association. Comment ça s'inscrit dans l'histoire des dispositifs aussi, avec la place du PRE, de la politique de la ville. Il y a des antériorités, des chemins de dépendance. Et tout cela, on va pouvoir l'approfondir. Dans le cadre du terrain que nous sommes en train de réaliser actuellement, nous allons étudier des actions thématiques cette fois-ci. Nous faisons une entrée par les actions, l'idée étant de comprendre la genèse de ces actions, leur mise en œuvre, mais aussi la question des professionnels et des professionnalités et de la coopération entre les acteurs. Voilà, donc nous sommes en phase plutôt 1 par rapport aux évaluations qui vous ont été présentées, et effectivement sur la question des vagues de labellisation, comme nous avons des cités éducatives où il y a plusieurs vagues, nous faisons l'hypothèse qu'effectivement, il y a des variations en fonction des vagues. Nous l'avons déjà vu sur le travail des chefs de projet opérationnels avec une tendance à la processus de standardisation de l'activité. Donc effectivement, la comparaison entre les vagues de labellisation enrichira l'analyse. Voilà, c'était très court. Merci pour votre attention. On va commencer